Il faut pas abandonner les jeunes, à cette espèce d'immense espace qui est géré par des multinationales qui en ont rien à faire de leur santé mentale. Sur internet, il y a des contenus qui sont vraiment super, qui sont incroyables, qui sont enrichissants, qui sont éducatifs, qui sont divertissants. Il y a des contenus qui sont vraiment là pour éveiller notre curiosité. Et il y a aussi une dark side, un côté sombre, qui sont des contenus qui vont plutôt prôner la haine, amener des idées rétrogrades et même des idées illégales, de racisme, d'homophobie, de sexisme. Et il y a deux risques. À la fois le risque de s'y retrouver exposé et d'adhérer, parce qu'il y a plein de mécanismes et de biais cognitifs qui font que si on est exposé à des idées, on va forcément plus y adhérer que si on n'y est pas exposé. Et il y a aussi le deuxième risque, plus insidieux, qui est de ne pas du tout se rendre compte que cela existe. Et si on est en charge d'éduquer quelqu'un, un adolescent par exemple, on peut passer à côté de ces risques-là et ne pas se rendre compte du besoin essentiel de parler de ces sujets, d'analyser ensemble le contenu qui est vu, qui est consommé, qui est regardé, et de rester ouvert au dialogue pour pouvoir éradiquer des idées vraiment problématiques avant qu'elles ne deviennent trop ancrées dans le cerveau de nos jeunes ou de nos entourages d'une manière générale. Donc moi aujourd'hui, je voulais recevoir Pauline Ferrari qui a écrit un super livre que j'ai dévoré cet été, qui est un essai qui s'appelle Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Vous le verrez, on va expliquer ce qu'est le masculinisme et on va parler plus généralement d'éducation aux réseaux sociaux, d'idées problématiques. C'est aussi un sujet que je voulais aborder par rapport à la folie des élections pendant les beaux jours, où on voyait que, en plus des médias traditionnels, les réseaux sociaux prenaient de plus en plus de place dans les idées, dans la politique. Donc ça s'adresse pas que aux adolescents, mais d'une manière générale, à prendre du recul sur qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux, quelles sont les idées, et est-ce que c'est vraiment aux idées qu'on adhère, ou est-ce que c'est le côté sensationnel des réseaux sociaux, le côté montage, le côté mécanisme qui va nous faire adhérer à ces discours. Je vous laisse embarquer avec moi pour cette discussion avec Pauline Ferrari. Vous en apprendrez plus sur les masculinistes, vous en apprendrez plus sur l'éducation aux réseaux sociaux, sur le fonctionnement des algorithmes et des réseaux, de ce qu'on peut retrouver dans l'algorithme d'un jeune adolescent, et également quelques astuces, quelques pistes pour aiguiser votre esprit critique sur les réseaux sociaux, ce qui est très important aujourd'hui, aussi important, voire plus que de surveiller son temps de scroll. Je vous laisse avec notre épisode et bonne écoute. Bonjour Pauline Ferrari, donc je suis ravie de te recevoir ici pour le podcast. On va parler de plein de sujets différents, notamment grâce à tes doubles casquettes à la fois de journaliste et d'éducatrice aux médias dans les collèges et lycées. Donc il y a plein de choses dont je veux te parler aujourd'hui, notamment l'exposition à certains sujets problématiques sur les écrans. On va peut-être parler de cyberharcèlement aujourd'hui aussi, d'éducation numérique sur les plus jeunes et notamment de ta petite spécialité, la banalisation de l'idéologie masculiniste. Pour ceux que ça effraierait, en fait, c'est un grand mot pour parler plus généralement de haine et d'idées en ligne qui deviennent de plus en plus banales, et c'est un peu un cas d'école, on va dire, sur lequel on va pouvoir se pencher. Mais on va commencer doucement, on va commencer un peu avec l'éducation au numérique d'une manière générale. Toi, tu fais de l'éducation aux médias et à l'information en collège et en lycée depuis 4 ans, et notamment spécialisée dans la question du numérique. Quels sont les sujets que vous abordez pour sensibiliser les plus jeunes par rapport à ces questions? Qu'est-ce que vous venez expliquer aux jeunes en fait dans ces conditions-là? Bah, déjà la première chose, on vient souvent, sur la demande de professeurs, de documentalistes pour parler de la question de démocratie et de médias. La base, c'est un peu ça, c'est-à-dire, essayer de faire comprendre aux jeunes dans quel, environnement, médiatique, on habite. C'est-à-dire que oui, il y a la télévision, il y a la presse écrite, il y a la radio, mais pour des collégiens et collégiennes et lycéens, lycéennes, bah, c'est un peu des médias de vieux. Et donc, déjà expliquer, pourquoi ils voient, certaines choses à la télé, sur BFM notamment, c'est un truc qui revient beaucoup et ce qui amène à parler des réseaux sociaux, forcément. Parce que les médias traditionnels utilisent les réseaux sociaux. Il existe des médias en ligne que souvent ils connaissent, par exemple, Combini, Brut et cetera. Et donc forcément, on va de plus en plus loin dans cette réflexion-là avec la question des algorithmes, des fausses informations et ce qui amène à plein de débats et de réflexions et de discussions hyper intéressantes sur, ce qu'on voit sur internet. Est-ce que c'est vrai ou non? Comment on peut se protéger des fausses informations? Et bah, ces fausses informations, c'est pas que dans le domaine, médiatique, c'est aussi dans notre vie quotidienne. Donc on parle, bah, d'arnaque en ligne et ça amène à la question des cyberviolences au final assez vite parce que c'est des sujets que les ados connaissent, malheureusement, souvent de près. C'est-à-dire que quand moi j'interviens dans des classes à la demande de professeurs, c'est soit parce qu'il y a eu des réflexions ou des cas similaires
dans la classe, dans l'établissement. Et puis quand on discute avec les jeunes, en fait, soit eux-mêmes en ont été victimes et minimisent, soit ils connaissent quelqu'un, c'est un ami, c'est quelqu'un d'une autre classe, il y a eu des rumeurs et cetera et cetera. Donc forcément, en fait, il y a du vécu par rapport à ça et ils ont plein de choses à en dire. Et le truc, c'est qu'en fait, souvent, ils sont dans une posture de dire, «Ça va, cyberharcèlement, on nous en parle depuis qu'on est en sixième, on a compris». Mais en fait, souvent, ils ne connaissent pas qu'est-ce que ça englobe, dans cette définition-là des cyberviolences. Parce qu'en fait, il y a plein, plein de choses. C'est très, très vaste, comme terme et comme, type d'action. Des fois, ils ne savent pas que c'est pénalement répréhensible, aussi. Et surtout que, ils comprennent pas forcément des fois le rôle que peuvent avoir les témoins ou les personnes qui likent par exemple, des commentaires, insultants. Ils se voient pas comme complices. En fait, des fois, ils ont l'impression que c'est un écosystème, dont ils font pas partie, et qu'ils ont pas cette place-là, de harceleurs, par exemple. Donc en fait, ces discussions-là, elles sont vastes et en fait, elles prennent souvent la tournure, que la classe a envie de donner. C'est en fonction de eux, leurs préoccupations, souvent en fonction de l'actualité aussi, hein, ils sont pas, comment dire? Exempts, du monde dans lequel on vit et bah, ils parlent politique, ils parlent, de ce qui se passe, ailleurs dans le monde. On a beaucoup parlé, de la Palestine, par exemple, avec les jeunes, ces derniers mois, de l'information ou de la désinformation d'ailleurs, en ligne. Donc voilà, ça prend souvent, moi j'ai on va dire que j'ai une trame assez fixe, avec des points clés que j'ai envie d'aborder, mais après les discussions, je je laisse voguer, on va dire, en fonction de ce que les jeunes ont envie de discuter parce qu'on est là pour ça, en fait. On est là pour que les jeunes puissent poser leurs questions et qu'on puisse essayer de réfléchir ensemble. OK, super, et tu sens, ouais, un vrai besoin, une vraie envie de s'exprimer sur ces sujets-là, peut-être une frustration de pas avoir d'espace, autrement pour s'exprimer là-dessus? Oui, assez parce que souvent, les professeurs, même les plus jeunes, c'est-à-dire, il y a des professeurs que j'ai rencontrés qui ont mon âge, hein, qui ont moins de 30 ans, qui utilisent Instagram, mais qui sont parfois un peu, perdus par rapport aux pratiques numériques des plus jeunes parce que, bah, on n'a pas de pratiques numériques quand on a, 14-15 ans et quand on en a, 25 ou 35 d'ailleurs. C'est pas les mêmes codes, c'est pas la même manière, de s'emparer des outils numériques. Donc soit les professeurs sont perdus ou effrayés et c'est le cas aussi pour les parents. Soit on est dans un phénomène de politique de l'autruche, c'est-à-dire de dire, «Ça n'existe pas, on parle pas du tout de ces sujets-là, en classe» et du coup ça on reste dans cette idée que le numérique sera un espèce de Far West, dans lequel il n'y aurait pas de règles, dans lequel il n'y aurait pas de règles sociales, de lois, et donc d'éthique et que le monde numérique flotterait comme ça au-dessus de nos vies et qu'il n'y aurait aucune incidence sur le monde réel. C'est un peu toutes les choses, qu'on dit par rapport aux cyberviolences, par exemple. C'est de dire, «Non mais ça va, ça reste internet, il suffit d'éteindre son téléphone et ça ira mieux». En fait, on peut pas dire ça à un ou une jeune qui est victime de cyberviolence parce que c'est très mal comprendre comment fonctionnent les cyberviolences. Et donc du coup, les jeunes n'en parlent pas avec leurs parents, ils en parlent pas forcément en classe, ils en parlent entre eux. Mais s'il y a pas, des personnes qui viennent donner des grilles de lecture, si eux-mêmes n'ont pas, ce recul nécessaire pour aller se renseigner et tout, ben, en fait, ils ont pas les infos de savoir juste, bah, comment fonctionne un algorithme, par exemple. Comment ça se fait qu'ils voient, tel ou tel contenu, dans leur fil d'actualité? Pourquoi, en fait, ils ressentent certaines émotions face à certains contenus et cetera et cetera. Et donc en fait, ça, c'est censé être au programme maintenant de l'éducation nationale, mais souvent, bah, les professeurs n'ont pas les moyens, n'ont pas le temps, n'ont pas les ressources. Ils ont déjà beaucoup à gérer et donc ça demande de faire venir des personnes, tierces, comme moi, par exemple. Mais pareil, là aussi, ça demande, bah, des moyens financiers, du temps, puis moi, j'interviens sur, des fois, max, 1 ou 2 classes par semaine et c'est 2 heures, en fait, sur toute l'année. C'est très peu, en fait. Il faudrait que ce soit quelque chose de continu, mais là aussi, c'est un grand défi. Donc oui, les jeunes, ils ont envie d'en parler et puis c'est un sujet qu'ils connaissent, en fait. Et ils ont plein d'idées reçues aussi sur, les médias, sur le journalisme. Enfin, ils ont plein de légendes urbaines parfois et c'est toujours, cool à explorer parce que c'est aussi ça, être citoyen, en fait, c'est de connaître, comment fonctionne, notre pays et les organes démocratiques qui le composent et notamment les médias, et la presse, quoi. Et du coup, quelles approches vous pouvez utiliser dans ces interventions
pour parler aux élèves du numérique sans avoir l'air de donner des leçons ou de boomers qui peuvent pas comprendre? Quels conseils peut-être aussi que les parents pourraient appliquer pour essayer d'ouvrir le dialogue avec leurs enfants, avec leurs adolescents, pour justement pas avoir cet air de donneur de leçons qui peut créer un effet de recul et de rejet de ce qui va être dit? Bah, déjà, je pense qu'à la différence bah, déjà, moi, je suis pas parent, mais déjà, la différence, peut-être de certains adultes, c'est que moi, j'ai pas une posture, de méfiance, et ou, de dénigrement par rapport au numérique. C'est-à-dire que moi, je suis une enfant d'internet, comme beaucoup d'enfants des années 90-2000. J'adore internet, j'en ai fait mon métier, je suis une nerd absolue, j'ai des comptes sur tous les réseaux sociaux, du coup, en fait, je peux pas leur donner des leçons quand moi-même mon temps d'écran, par exemple, il est à 5 heures par jour, quoi. C'est pas possible. Du coup, moi, j'arrive souvent avec cette posture, un peu, j'ai envie de dire, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, à la fois, je suis journaliste, donc je représente quelque chose aussi à leurs yeux, qui est quelque part une figure d'autorité, mais qui n'est pas prof, qui n'est pas parent. Voilà, pour, les gens qui ne me connaissent pas, je suis assez petite, j'ai des tatouages de partout, je suis toujours en jean basket. Des fois, on me confond avec une élève de troisième, c'est pas grave. C'est J'ai aussi, je pense, une attitude et une manière de parler qui font que je me rapproche aussi de ces jeunes-là. Et moi, je commence toujours par un petit sondage, très bête qui est à main levée, hein. C'est, OK, qui a un compte Instagram? Qui a un compte Snap? Qui, regarde Netflix plus d'une fois par semaine? Enfin voilà, on fait un petit tour à main levée comme ça, et puis je leur demande toujours, qui c'est que vous suivez en fait sur les réseaux? Enfin, c'est qui vos influenceurs, influenceuses préférés? OK, vous regardez Twitch, trop bien, c'est quel genre de contenu vous regardez? Sur TikTok, il ressemble à quoi votre fil d'actualité? Et moi, je livre des parts de moi-même aussi, alors pas tout, mais par exemple, moi je leur dis, bah, mon fil TikTok, j'ai souvent des vidéos de nettoyage de piscine parce que je trouve ça hyper apaisant et j'adore regarder ce type de vidéos-là, et ils font tous: «Ah ouais, on connaît, on en a déjà vu passer», et donc ça amène un truc un peu avec de l'humour, et voilà, quand on parle de temps d'écran, moi je leur dis aussi que j'ai un temps d'écran, on le regarde ensemble, et en fait pour dire que bien sûr il y a des bonnes pratiques, mais que personne n'est parfait aussi, dans le monde dans lequel on vit, et c'est compréhensible parce que les réseaux numériques sont gérés par des multinationales dont l'objectif, c'est de faire de l'argent. Enfin voilà, on amène à cette question-là, par exemple, du capitalisme et de la monétisation de la rémunération, et donc en fait, déjà, moi je suis dans une posture de véritable intérêt. C'est-à-dire que j'estime que pour comprendre dans le monde dans lequel on vit et les réseaux sociaux, comment ils vont vite, à quel point les tendances vont vite, à quel point, ça peut influencer les jeunes, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que les jeunes voient, qu'est-ce que les jeunes en pensent, et donc eux m'apportent autant, voire plus, je pense, que ce que moi j'apporte. Donc déjà, ne pas avoir cette, posture de méfiance aide beaucoup, et de pas être dans la moralisation, c'est-à-dire, moi je leur dis jamais qu'internet c'est nul, par exemple. Je leur dis toujours qu'en fait il y a des trucs géniaux sur internet, mais que comme dans tout espace social, il y a des règles, il y a des choses qui peuvent être dangereuses, et bah, en fait être au courant et connaître des petits, tips et astuces pour savoir s'en protéger, c'est toujours chouette, et qu'en fait c'est une question de vivre ensemble et de respect, et de la même manière qu'on n'aimerait pas qu'on nous insulte dans la rue, bah, on essaie de pas le faire sur internet non plus. C'est juste qu'il y a d'autres manières de fonctionner en ligne. Mais là-dessus, ouais, et en fait, vraiment ouvrir le dialogue, c'est-à-dire, parler des choses qui sont parfois difficiles, parce que quand on a des ados qui sortent des propos, hyper misogynes, hyper homophobes, hyper racistes, forcément, c'est très dur, à entendre, à encaisser. Mais moi, j'ai envie de comprendre pourquoi. Pourquoi ils pensent ça? Où est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce que ça leur paraît pertinent? C'est-à-dire que même dans la violence et dans les propos, déjà qui sont illégaux, mais d'autant plus qui sont perturbants en fait, en tant que personne. Essayer de comprendre pourquoi ces propos sont amenés, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et pourquoi ils passionnent les jeunes, ou en tout cas, pourquoi c'est des sujets qui les intéressent, et là-dessus, on arrive déjà à décortiquer des choses, sans le prendre personnellement, même si c'est compliqué. Mais effectivement, ça doit pas être un travail facile de C'est pas évident. rester ouvert à à des remarques qui sont complètement en désaccord avec tes valeurs et avec les valeurs du vivre ensemble dans nos sociétés. Mais du coup, c'est aussi très important. Est-ce que tu passes pas des fois un peu trop de temps avec certains élèves qui vont avoir ces idées
et pas pouvoir aborder peut-être des choses plus généralistes. Parce que j'imagine que ça va être des élèves qui prennent beaucoup de ressources aussi sur ces temps-là, parce que tu n'as pas envie de sortir et que l'idée elle soit acquise comme tout le monde, comme une généralité. Ça doit pas être évident. Ouais, tu passes beaucoup de temps au final avec, moi je les appelle les petits perturbateurs. Il y a aussi beaucoup, je pense que c'est très typique de l'adolescence aussi d'avoir, voilà, certains, j'insiste sur le masculin, souvent c'est un peu le cas, certains qui prennent de l'espace, qui prennent de la place, qui disent des choses pour faire rigoler les copains, pour être provoque et tout. Mais au final, je pense que c'est important d'adresser ces propos-là déjà pour dire qu'ils sont pas OK, pour le dire, aussi, aux filles de la classe souvent qui elles-mêmes hors de ces périodes-là, peuvent subir les remarques, misogynes, racistes, homophobes, de ses camarades, que en fait, c'est pas elles qui sont folles à considérer que c'est pas OK, qu'en fait, il y a d'autres personnes qui trouvent ça pas OK aussi. Leur rappeler la loi aussi. Moi, je leur dis souvent, «Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous le dites, ça peut être considéré comme, des atteintes qui sont pénalement répréhensibles. Donc chacun, chacune est libre de penser ce qu'il veut et vous avez le droit de penser, par exemple, je me rappelle sur les cas, d'homophobie ou de transphobie, je dis: «Vous avez le droit de penser, que, tous les homosexuels devraient brûler, mais à partir du moment où vous le dites, en fait, ça tombe dans de l'homophobie qui est quelque chose qui est puni par la loi». Donc il y a une grande différence entre les 2 et si vous le dites sur les réseaux sociaux, c'est quand même le dire, donc c'est quand même des propos et en plus, il y a des traces. Donc c'est encore moins être malin, quoi, là-dessus. Et on sait très bien qu'en 2 heures, on n'arrivera pas à faire changer, du tout au tout, un raisonnement, d'un élève. Mais je pars du principe que si ça peut permettre de semer des graines, déjà, c'est pas mal et d'autre part, hem, si, en fait, en ayant du répondant, en ayant un peu moi, je le fais toujours avec beaucoup d'humour et un peu de clash et parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi avec les ados, sans être méchante, bien sûr, mais d'avoir quelqu'un qui leur répond un peu et qui les confronte aussi à ce qu'ils pensent et parfois, aux contradictions qu'ils peuvent avoir aussi, ça permet déjà, même au reste de la classe de dire: «Ah ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça, peut-être que c'est un peu bête ce qu'il ou elle a dit» et ça permet, je trouve, d'avancer un peu la réflexion, là-dessus et ouais, c'est pas évident, mais au final, ça les intéresse quand même parce que c'est des propos qu'ils voient passer, c'est des choses qui sont malheureusement dans leur quotidien et des fois, en fait, moi je pars du principe que si la séance, elle devait se concentrer là-dessus, elle se concentre là-dessus et moi j'hésite pas à faire appel aux élèves aussi, aux autres en disant: «Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la seule personne à penser ça? Moi je suis pas particulièrement d'accord, mais vous, c'est quoi votre ressenti?» Et moi je leur dis toujours: «Montrez-moi que j'ai tort, en fait. Montrez-moi que, en effet, j'ai tort sur certaines choses, moi j'adorerais avoir tort. J'adorerais, que les élèves me disent: «Non, non, on est tous, hyper progressistes, il n'y a plus d'inégalités, notre génération va sauver le monde». Enfin, moi j'attends que ça, en fait. Mais malheureusement, c'est pas ce que je constate. Donc, hem, comme moi je leur dis: «Je suis journaliste, donc si vous me sortez des faits, avérés, des statistiques, des on va dire des choses tangibles, on peut discuter. Si c'est des on-dit ou je pense, ça reste de l'opinion et on peut discuter 1000 heures en fait des opinions, mais on sera toujours pas d'accord». C'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça effectivement. Déjà, rien que ouvrir le dialogue, en discuter, tu sens que tu vas titiller leur esprit critique. C'est Ouais. de ce qui est hyper important sur les réseaux sociaux où au final, on va avoir tendance à être exposé beaucoup et à avoir peut-être des biais qui vont se mettre en place ou à force d'entendre une opinion, on va avoir l'impression qu'elle est vraie. Ça, c'est tout simplement un biais cognitif où notre cerveau, plus il entend un fait, plus il a l'impression que c'est la vérité et que c'est crédible et fiable. Donc effectivement, rien que déjà faire travailler leur esprit critique et les confronter et avoir tout ce public autour qui va pouvoir assister à ce débat, c'est vraiment intéressant, donc trop bien. Tu disais qu'ils étaient exposés sur les réseaux sociaux à ces idées et que donc il fallait bien les aborder. Effectivement, donc ça me fait une transition toute trouvée. Effectivement, c'est aussi pour ça que je te reçois, c'est parce que toi tu as fait un livre qui s'appelle Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux.
où tu vas décortiquer justement donc à la fois ce qu'est le masculinisme, on va y revenir, et comment ça a sa place notamment sur les réseaux sociaux et comment les jeunes, et c'est pour ça d'ailleurs ce livre, si je me trompe pas, ça vient du fait que tu as fait ces interventions et que tu as découvert que de la bouche des jeunes, il y avait des idées masculinistes et misogynes qui étaient de plus en plus banalisées et admises. Effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est un des endroits où toutes ces idées sont mises en avant, soit voire même glamifiées, banalisées. Je pense aussi à des choses qu'on peut entendre plus souvent. Il y a peut-être des parents là, ou des personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont plus avoir en tête ce qu'on peut déjà pas mal voir, à savoir les contenus qui vont plus être focalisés sur la dépression, voire même la glamifier, ou qui vont faire même aller des fois jusqu'à l'incitation au suicide. Enfin voilà, des choses très très graves. Et là, donc, on va plutôt se concentrer sur les banalisations d'idées haineuses. Mais c'est les mêmes mécanismes finalement. Et voilà, et donc je voulais savoir, pour les auditeurs pour qui c'est un peu obscur, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est le masculinisme et nous donner un petit peu quelques idées que ces mouvances véhiculent auprès des plus jeunes notamment, mais pas que. Alors le masculinisme, si on en croit la définition, on va dire, officielle des sociologues Francis Dupuy-Derry, Mélissa Blé et l'historienne du féminisme Christine Barr, c'est une sous-branche de la pensée antiféministe. C'est-à-dire que la pensée antiféministe, donc c'est toute la pensée qui s'oppose au féminisme, donc à l'égalité de droits entre tous les êtres humains, peu importe leur genre. Donc à la base, le masculinisme ne serait qu'une sous-branche de ça. Moi, je vais un peu plus loin en disant que c'est un mouvement social et politique qui a pour but de revaloriser un certain idéal de la masculinité et des rôles de genre, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui est censé être un homme, qu'est-ce qui est censé être une femme, et mouvement politique et actif qui vise de fait à éradiquer le féminisme et donc à le combattre en fait de manière très pratico-pratique. Et dans ce combat, il y a notamment le combat numérique, qui est un combat très important du côté des mouvements conservateurs et réactionnaires, on va dire, depuis le début d'internet et plus particulièrement depuis la fin des années 2000-2010. Donc là-dessus, le masculinisme, si on veut faire bref, en gros, c'est un groupe d'hommes cisgenres, hétérosexuels, pour l'immense majorité, qui considèrent que le féminisme est allé trop loin, que les femmes ont pris trop de place et qu'en fait maintenant ça suffit. Les hommes sont censés retrouver leur rôle d'homme viril dans la société et les femmes doivent retourner à la cuisine. Pour faire très très simple et très caricatural, c'est un peu ça. Et donc dans les idées qu'ils véhiculent, ça va être un ensemble de préceptes sur comment être un vrai mec, comment être un bon, alors même pas un bon mec en fait, un vrai homme. Donc c'est-à-dire comment être fort et musclé, comment avoir des relations affectives et sexuelles, surtout sexuelles d'ailleurs, avec des femmes, avec des formules magiques et des conseils universels pour toutes les femmes, parce que c'est bien connu, toutes les femmes aiment la même chose. Hem Plein de conseils sur comment devenir riche aussi, parce qu'on sait, un vrai homme est un homme capable financièrement. Voilà, ça va être plein de fausses informations, de théories du complot aussi, beaucoup sur voilà, des signes qui montreraient que le féminisme aurait gagné en fait. Alors le féminisme, mais aussi ce que les médias conservateurs appellent maintenant le wokisme, c'est-à-dire aussi toute la pensée écologiste, antiraciste, le fameux lobby LGBTQIA+, voilà, qu'on serait dans une forme de société qui viserait à éradiquer en fait les hommes et la masculinité. Donc ça passe aussi par renvoyer les femmes à leur rôle de femmes, donc c'est-à-dire des épouses, des mères, des femmes, des personnes soumises en fait, qui n'auraient pas leur mot à dire, et que si elles s'expriment un peu trop, le coup de bâton n'est jamais loin. C'est la théorie de Suzanne Felloudi avec le backlash, c'est le retour de bâton, très bien illustré malheureusement. Donc voilà, le masculinisme globalement, c'est la volonté de recul en fait de nos droits en tant que femmes, qui s'illustre par plein de théories, de manières d'agir en ligne et hors ligne. Mais c'est vrai que les espaces numériques sont particulièrement propices à la diffusion de ces idées-là et fonctionnent malheureusement très bien depuis quelques années. Ouais, parce que quand on t'entend dire ça, enfin, moi personnellement, ça me donne envie de rigoler. Tu te dis, mais c'est pas possible, ça, Bien c'est sûr. tellement rétrograde, c'est tellement cliché,
comment ça peut, enfin, les gens qui vont dire ce genre de choses seront forcément moqués, mais en fait, on voit que petit à petit, ça se banalise, ça devient de plus en plus admis. Il y a des communautés qui sont en accord avec ces propos, et notamment les adolescents sont assez réceptifs. C'est une période de la vie pendant laquelle on se construit, on cherche des réponses. Ça peut aussi mettre en valeur le fait d'être un garçon donc, et un homme en devenir, et donc peut-être donner envie de, là, dans une période où les relations avec les filles sont peut-être encore compliquées, de faire des raccourcis, j'imagine. Et donc, effectivement, donc, ce que tu constates, c'est que malheureusement, malgré qu'elles aient l'air extrêmement clichés, ces problématiques et ces idées, tu les entends de la bouche des élèves à qui tu as fait des interventions dans des collèges-lycées, quoi. Moi, ce qui m'intéresse là qu'on aborde, c'est en quoi les algorithmes et les plateformes, les réseaux sociaux, notamment TikTok, accentuent cette banalisation et contribuent à cette banalisation de ces contenus et de ces idées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un double mouvement qui s'opère. C'est qu'à la fois, on le sait, les algorithmes mettent en avant beaucoup plus en avant, on va dire, des contenus qui proposent, des réactions émotionnelles fortes, c'est-à-dire la colère, la tristesse, la joie, le rire. On va beaucoup plus voir, des contenus qui nous énervent, qui, provoquent chez nous des réactions très, très fortes parce qu'une réaction très forte amène à beaucoup plus d'engagement, par rapport à ces contenus-là. C'est-à-dire, quelque chose qui nous révolte va, plus facilement, nous amener à liker, à commenter, à partager à nos amis proches, plutôt que quelque chose de très nuancé et de très banal, on va dire. Donc déjà, il y a ce mouvement-là, pour bien comprendre, comment ça se fait, par exemple, que sur, Twitter, je me résoudrai jamais à dire X, je refuse, mais Twitter, depuis son rachat par Elon Musk, en fait, fonctionne comme ça, en fait, de voir principalement des contenus, très, très violents pour provoquer de la réaction, de la réaction très, très forte. Donc d'une part, il y a ce côté-là et d'autre part, les influenceurs du masculinisme parce que ce masculinisme qui est un mouvement, voilà, qui paraît un peu vaporeux comme ça, un peu flou, au final a aussi, bah, ses influenceurs, ses têtes de proue. L'exemple le plus fameux, c'est Andrew Tate, qui est un ancien, kickboxer, américano, britannique, qui est un peu, qui s'appelle lui-même le roi des masculinistes, qui est d'ailleurs en détention actuellement pour trafic d'êtres humains et d'autres joyeusetés, en Roumanie. Mais voilà, ces influenceurs du masculinisme ont très bien compris le fonctionnement des réseaux sociaux, ont très, très bien compris qu'en ayant des propos, on va dire, clivants, sinon violents, ils arrivaient à attirer à la fois les foudres de toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec ces propos, mais aussi, de fait, booster l'algorithme parce que ça tombe sur le fil d'actualité de personnes qui y adhèrent et donc on se retrouve avec des contenus très clivants, notamment des contenus, sur le genre, donc c'est-à-dire un homme c'est supposé être comme ça, une femme c'est censée être comme ça. Tous les contenus liés à la santé mentale aussi, c'est Andrew Tate il y a quelques jours qui a fait un truc, en disant que la dépression n'existait pas, voilà, qu'en fait on avait le choix, d'être en dépression ou pas. Voilà, toutes les personnes qui ont déjà vécu une dépression Super. dans leur vie, voilà, bah, voilà, il fallait choisir en fait de pas l'être, mais Bien sûr. donc face à des contenus comme ça, toutes les personnes qui sont, heu, contre ou qui s'indignent forcément vont réagir, commenter, c'est feed the troll en fait, c'est tu nourris en fait, des propos, enfin quelqu'un qui n'en a rien à faire de ton opinion, nuancée et juste scientifiquement, mais à côté de ça, ça fait remonter dans l'algorithme et puis on sait aussi que sur internet, les personnes qui sont particulièrement, réactionnaires et conservatrices ont beaucoup plus de poids, en fait, que des personnes, nuancées et progressistes. Parce que les réseaux sociaux aussi, sont beaucoup plus durs envers, les comptes, féministes qui parlent de sexualité, par exemple. Les, personnes LGBT sur les réseaux se font beaucoup plus censurer, que les personnes hétéros. Les personnes noires, et racisées, subissent, beaucoup plus de censure aussi que les personnes blanches. Enfin, on sait, en fait, que les algorithmes reproduisent les mêmes, biais, d'oppression systémique qu'on retrouve dans le monde, réel, on va dire. Et donc là-dessus, ces 2 mouvements s'auto-nourrissent. Donc les influenceurs du masculinisme ont bien compris qu'ils devaient, faire un max de contenu, noyer le public de plein, plein de contenus parce que, bah, plus tu fais de vidéos, plus tu as de chances de toucher un public beaucoup plus large.
avec, des phrases très chocs, avec, des dynamiques qu'on retrouve aussi dans le développement personnel, c'est-à-dire, des vidéos face caméra, avec des gros sous-titres, du coup, qu'on peut regarder sans son. C'est des petits trucs comme ça, mais en fait, qui font que ces vidéos-là fonctionnent bien aussi et qui appellent à de l'émotionnel. Parce que forcément et on parlait des ados, tu en parlais, juste avant, mais quand on est ado, on est aussi dans une période où voilà, on cherche beaucoup, on se pose plein de questions existentielles, et je pense ça, tous les âges, toutes les époques. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais trouver l'amour? Enfin, plein de questions hyper légitimes en vrai quand on a, 16-17 ans. Mais quand on a quelqu'un, qui nous parle face caméra en touchant un petit point sensible sur notre confiance en nous, sur nos rêves, nos aspirations, forcément on a envie d'y croire et c'est totalement humain et normal. Sauf qu'en fait, à partir du moment où on commence à consommer ce type de contenu, en fait, la boucle algorithmique commence à s'enclencher et si on regarde notamment sur TikTok cette vidéo jusqu'au bout, l'algorithme comprend que c'est un contenu qui nous plaît et donc va nous en reproposer d'autres. C'était le Wall Street Journal qui avait fait une superbe enquête, en 2021, à l'été 2021 si je dis pas de bêtises, dans lequel ils avaient créé, je crois, une centaine de faux comptes avec au départ des intérêts très spécifiques, le sport, la politique, la santé mentale et ils laissaient tourner les algos et en fait, ce qu'ils avaient remarqué, c'est qu'au bout de 2-3 heures de scroll, hein, on parle même pas de jours et de mois, mais au bout de quelques heures, on se retrouvait avec des contenus très radicaux. C'est-à-dire que sur la politique, on se retrouvait avec des contenus néo-nazis. On parle quand même de choses très graves. Sur la santé mentale, comme tu le disais, des vidéos qui sont des incitations au suicide, en fait, tout simplement. Et donc sur le masculinisme, moi, c'est les mêmes constatations que j'ai eues. C'est-à-dire que commencer, avec le pied dans la porte avoir des conseils sur sa virilité, sur comment avoir confiance en soi, prendre de la masse musculaire, être un vrai mec, draguer des filles et cetera. Au début, c'est très innocent, en fait, tout le monde a besoin de conseils dans la vie et c'est pas parce qu'on regarde une vidéo comme ça qu'on va devenir, un horrible misogyne. Mais, ces vidéos-là, en fait, elles son fil non, le fil d'actualité ne devient que ce type de vidéo et on se retrouve avec des vidéos hyper, misogynes et conspirationnistes, en fait, aussi, sur, les femmes, comment elles fonctionnent, le fait que toutes les femmes seraient, vénales et manipulatrices, qu'on vivrait, dans une simulation où, les wokistes auraient pris le pouvoir, enfin, ce genre de choses et en fait, ça va très, très vite et c'est le cas, c'était déjà le cas sur YouTube, c'était déjà le cas sur Facebook et sur Instagram, mais c'est vrai que l'algorithme de TikTok, de par sa rapidité et par, sa précision, qui est encore, difficile à expliquer, rend le phénomène, on va dire, d'autant plus brutal et d'autant plus, dangereux et rapide, quoi. Mmh. Toi, dans ton livre, tu expliques que tu as fait, justement l'expérience par toi-même en créant un compte d'un jeune homme de 16 ans, je crois, Ouais. qui réagissait, likait des contenus justement de, séduction, musculation, qui sont en fait des portes d'entrée vers le contenu masculiniste, pardon, et que tu as mis, je crois, 10 minutes avant d'être dans une boucle, c'est ça? Ouais, avec le premier compte, j'avais fait 2 tests comme ça et le premier Jules, ouais, 20 ans, je lui avais mis quelques centres d'intérêt, le sport, les blagues et qui venait de vivre une rupture. Pour OK. moi, c'était important, Ouais. parce que je m'étais dit: «Peut-être qu'il y aura des contenus, liés justement aux ruptures amoureuses, à ce genre de choses» et ouais, je suis tombée sur des premiers contenus masculinistes au bout de 7 minutes et son premier coach en séduction, il l'a rencontré au bout de 9 minutes et OK. voilà, son premier coach, qui lui disait comment pécho des 11/10. Je me rappelle très bien du titre de la Waouh! vidéo et ouais, ça m'avait assez impressionnée, et du coup, j'avais fait le test avec un deuxième compte d'un garçon plus jeune, heu, Ouais. Adrien, 16 ans et pour le coup, là, je m'étais dit: «Je mets pas de centre d'intérêt, je like pas, juste je défile l'algorithme et je regarde jusqu'au bout les vidéos qui m'intéressent» et pareil, premier contenu mascu au bout, d'une dizaine de minutes et donc OK. ce que je dis dans le livre, c'est que c'est une démarche qui est pas, scientifiquement, voilà, Bien sûr, ouais, on ouais. va dire, viable. Mais ce qui m'a un peu alors rassurée non, mais il y a l'université de Bristol, au Royaume-Uni qui a fait la même étude que moi, mais de manière très scientifique avec, plein de faux comptes et eux, ils sont arrivés sur les contenus masculinistes au bout de, en moyenne, 20 minutes. Ce qui est pas OK. très éloigné, malheureusement de l'expérience que j'ai pu faire. Mmh. Ce qui montre quand même d'une manière générale, que ce soit ton expérience ou les études scientifiques, que, bah, ça peut être plus proche que ce qu'on croit et qu'on y est exposé vraiment plus facilement, enfin en tout cas pour les garçons, les jeunes garçons en particulier
et que bah c'est pas une légende urbaine. En fait, c'est ça que j'essaye d'accentuer aussi, c'est que je pense que pour plein de gens qui vont écouter, leur fils, ce sera jamais de la vie, il Bien s'intéressera à des sûr, choses comme ça. Et moi, j'ai des gens dans mon entourage, des connaissances qui sont très woke, de gauche et compagnie, et tout ce que vous voulez, et qui pour autant déjà été exposés à ce genre de contenu et le regardent même sans adhérer aux idées, bien mais sûr. avec une curiosité malsaine. Et donc peut-être il y a aussi des choses qui vont rentrer et on sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Et donc tous ceux qui regardent, ça veut pas dire qu'ils adhèrent aux idées, mais mine de rien, ça veut dire qu'il y a énormément d'exposition dans tous les cas. Et donc effectivement, encore une fois, quand on est adolescent, c'est encore pire parce qu'on est encore plus sujet. Il suffit qu'on ait une petite fragilité, un chagrin d'amour comme tu disais, ou un manque de confiance à l'école, peu importe, et on se dit bon bah maintenant je deviens riche, musclé et un homme à femme, et puis voilà, et puis la vie sera plus simple comme ça, et de toute façon, c'est comme ça qu'elle a été faite pour moi, puisque je suis un homme. Enfin bref. Et aussi, il y a quelque chose qui m'avait interpellée dans ton livre, c'est qu'il y a des... Tu le disais, en fait, ils ont très bien compris comment fonctionnent les réseaux sociaux, et donc il y a même des stratégies dans les communautés masculinistes pour que d'autres personnes repostent des Oui. extraits polémiques et que ça envahisse en fait les réseaux. Donc non seulement ils savent bien utiliser les codes pour que ça pour qu'on tombe dessus, qu'on reste et qu'on soit capté et qu'on soit un peu fasciné, et voilà. Mais en plus, ils ont bombardé les réseaux sociaux. Ils sont absolument partout, quoi. Mais c'est des véritables créations d'armées, en fait. Enfin, c'est et ça, c'est des choses qu'on Ouais, remarque, en fait, sur les dans les mouvements, on va dire, anti-genre de manière globale et conservateurs réactionnaires depuis le début des années 2000. Avant, c'était sur Reddit, ce qui est un réseau social anglophone, de posts, mais maintenant ça se fait, dans des communautés, Discord, sur Telegram et mm. cetera. Mais oui, en fait, souvent ces influenceurs-là, alors vont prétexter en plus, ils se font de l'argent dessus, ce qui est assez fou, moi, je trouve, mais Oui, il y a vraiment ce ils côté influence en plus. C'est vraiment un ah business ouais, maintenant qui a c'est vraiment un intégré les business, réseaux sociaux à part entière. ça rapporte hyper gros si on est un peu stratège en étant masculiniste, Mm. vraiment, mais en fait, ça va être, par exemple, ils vont créer des espèces de fausses universités. Alors ils appellent ça, c'était Andrew Tate qui est un peu, le leader de ça. Il avait créé, ce qu'il appelait la Hustler University et en gros, moyennant, je crois que c'était 50 $ par mois, ce qui est quand même une somme, hein. On avait Ouais, accès ouais, à tout à fait. un serveur, Discord, privé, donc que pour les ultra fans, d'Andrew Tate, ce qui permet aussi de fidéliser une communauté, Bien sûr. d'avoir, l'impression qu'on est, voilà, un peu les VIP quoi, de cette commu-là et en fait, sur cette université qui devait, apprendre, à ses apprenants, à, on va dire, avoir plus de conseils de séduction, des conseils en investissement, voilà, rentrer un petit peu dans l'intimité aussi d'Andrew Tate. En fait, il a transformé, toutes ces brebis quelque part en véritable armée qui passait son temps, à, déjà recruter d'autres membres et d'autre part à, couper des courts extraits vidéo de vidéos plus longues et de bombarder les réseaux sociaux avec. Ce qui a donné qu'à l'été 2022, alors que Andrew Tate a été banni de tous les réseaux sociaux à part de Twitter parce que Elon Musk adore, Andrew Tate, en fait, Andrew Tate n'a jamais été aussi présent sur les réseaux sociaux que quand il n'avait pas de compte. C'est fou, en fait, quand on y pense, mais il y a, le CEDH, en Angleterre qui est, Center for Countering, Digital Hate, qui est un organisme de recherche qui a fait des études sur Andrew Tate et qui a montré que, il y a eu des pics algorithmiques de recherche sur Andrew Tate sur TikTok, en septembre 2022 qui représentent des milliards de vues. Je crois que de souvenir, c'est 12 milliards de vues, pour le hashtag Andrew Tate sur TikTok, alors même qu'il n'avait pas de compte. Et donc ça prouve Mm. aussi la force de frappe, de ces méthodes et désormais, en fait, on le voit avec, c'est quelque chose qui se fait chez tous les influenceurs, y compris non masculinistes, de, faire, énormément de vidéos très courtes, d'adapter des formats, en fait, pour plein de, types différents de réseaux sociaux et de voilà, d'abreuver le public de contenu très court. Mais chez les masculinistes, ça a eu un impact particulier pour, diffuser leurs audiences aussi avec en plus ce discours de dire, on est un contre-média, par rapport, à la pensée, à la bien-pensance et à la pensée dominante. Ce qui, donne à leurs spectateurs aussi un goût un peu, je pense, d'interdit et de Mm. rébellion quelque part. Oui, il y a ce côté rébellion, il y a ce côté, c'est nous qui avons
la vérité, on a C'est compris, ça. on est une armée, on est beaucoup, on est fort, et donc forcément, mais ce qui va aussi créer des situations de cyberharcèlement extrêmement violentes, puisque d'un coup, il y a toute l'armée aussi qui va aller vers les cibles, etc. Donc c'est extrêmement problématique. Donc effectivement, en gros, ça résume bien tout ce que je voulais montrer en discutant avec toi. C'est que d'une première part, c'est partout sur les réseaux, c'est assez banal et donc c'est facile de tomber dessus. D'une deuxième part, c'est euh, des contenus qui créent de la réception chez les plus jeunes et même au-delà, sur les personnes plus fragilisées. C'est aussi pour ça, on n'en a pas parlé, mais les incels notamment, par exemple les célibataires involontaires. Donc c'est des personnes qui sont en souffrance en général vis-à-vis de la gente féminine, de leur propre intimité, de leur confiance en soi, et qui vont être très réceptifs. Donc là, il n'y a même pas d'âge, hein, c'est au-delà de l'adolescence. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, nous, à notre humble échelle, de se positionner là-dessus? Est-ce que tu conseilles juste d'en discuter autour de soi, d'essayer de débunker les choses? Est-ce que tu conseilles, si on tombe sur ce genre de contenu, de surtout pas interagir avec et de le bloquer et de le signaler? Qu'est-ce qu'on aurait comme arme, nous, pour à la fois sensibiliser les gens autour de nous, notamment les plus jeunes, et nous-mêmes essayer d'être acteur d'éradiquer cette montée masculiniste sur les réseaux. Est-ce que tu as des choses à nous proposer? C'est compliqué, hein, parce que, c'est toujours la question, de en fait, il y a un compte qui ferme, il y en a 3 qui réouvrent, donc Ouais, ouais, c'est ça qui est compliqué. Je pense que déjà la première chose, c'est en effet être, conscient et consciente que ça existe, c'est-à-dire, ne pas être dans un truc de l'autruche de dire: «Non, non, ça n'existe pas», même si c'est compliqué à admettre et ouais, donc quand on croit ce type de contenu, ça peut être, signaler si on en a la force, passer si on n'en a pas la force. Moi, j'avoue, je les regarde tous, mais parce que je suis un peu maso et que c'est mon sujet de travail, mais je pense que c'est intéressant, en fait, de connaître comment ces contenus-là fonctionnent et quels sont les hooks. Je pense que tu connais ce terme-là, mais donc j'ai découvert ça il y a pas longtemps, mais sur TikTok, par exemple, les influenceuses qui font des story time, elles commencent toujours leurs vidéos, en, par exemple, se désinfectant les mains ou en se démaquillant et ça, c'est un hook pour essayer de garder le public accroché et en fait, trouver aussi pourquoi ces vidéos, elles fonctionnent bien. Est-ce que c'est un appel à l'émotionnel? Est-ce que, c'est, on regarde droit dans les yeux? Est-ce que c'est les sous-titres? Est-ce que c'est le montage? Est-ce que c'est la musique qui fait qu'on peut être, attiré par ce genre de vidéos? C'est déjà une première chose pour pouvoir en discuter avec d'autres gens. Et moi, la chose un peu effrayante que mon entourage a vue quand je faisais cette enquête, c'est que j'en parlais avec des mecs de mon entourage, des hommes, pourtant, très, renseignés, féministes et j'ai vu des regards apeurés de, gens qui ont déjà vu ce genre de vidéos, qui les ont regardées et voilà, en discuter, en fait, ensemble, se rendre compte que ça existe. Avec les jeunes, en effet, moi, j'hésite pas avec les jeunes, je leur montre des vidéos. Je leur montre des vidéos, j'en ai 3-4 là, un peu, des domaines un peu différents et je leur dis: «Qu'est-ce que vous remarquez?» Qu'est-ce que et donc du coup et pas forcément sur le fond, mais d'abord sur la forme et puis après on parle du fond. Et on essaye de revenir de, pourquoi c'est une vision, très stricte, des rôles de genre, on essaie de trouver des contre-exemples, ça c'est pas mal pour en discuter et je pense qu'avec des ados, avec des jeunes ou avec des hommes autour de soi, déjà en parler. «Est-ce que tu as déjà vu ce type de vidéo? Moi, ça m'a choqué pour telle raison». En appeler à l'émotionnel, des fois, c'est pas mal, surtout quand on est une femme ou qu'on est une personne concernée, en fait, de dire, «Moi, ça m'effraie pour telle raison. Toi, qu'est-ce que tu en penses?» et d'accueillir cette parole, sans jugement, même si c'est pas évident, sans méfiance, sans, diaboliser le truc. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que, bien sûr que des jeunes qui vont regarder, des vidéos masculinistes, pas tous vont, rentrer dans une école et commettre une tuerie de masse, ou un féminicide de masse. Mais certains se sentiront peut-être autorisés à mettre une main aux fesses à une collègue de bureau, à insulter une femme en ligne, à, soumettre sa copine à des actes sexuels non consentis et cetera et cetera. Et donc là-dessus, je pense que c'est une discussion plus large à avoir aussi sur les violences sexistes et sexuelles, sur les oppressions systémiques, à savoir, autant, le sexisme que le racisme, que les LGBT-phobies, d'en discuter, ensemble et de titiller toujours cet esprit critique. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, ce que je dis beaucoup aux jeunes, quand je suis avec eux, quand on parle d'influenceurs, peu importe le type d'influenceur d'ailleurs, que ce soit masculiniste ou non, je leur dis toujours: «C'est quoi l'objectif des influenceurs?» Et un certain me disent: «Ah mais c'est de montrer leur vie» et cetera. Je leur dis et d'autres
souvent ils disent: «Bah, c'est pour l'argent» et Mmh. donc moi, je leur dis: «Quand vous regardez un contenu, posez-vous toujours la question: "Qu'est-ce qu'on essaye de faire là? Est-ce qu'on essaye de me divertir? Est-ce qu'on essaye de m'éduquer? Est-ce qu'on essaye de m'informer? Ou est-ce qu'on essaye de me vendre quelque chose?" Et souvent sur le masculinisme, ça commence par des conseils gratuits, bah, du développement personnel, on essaye de faire voir la vérité, mais souvent, il y a un lien marketing. On essaie de vendre du merch, on essaye de faire adhérer à un groupe Discord payant, une formation à 500 balles le week-end, ce genre de choses et voilà, donc souvent sur l'aspect financier, ça marche un peu là-dessus et oui, le masculinisme malheureusement, moi je dis toujours que c'est le curseur de la misogynie poussé à son extrême et c'est un miroir, grossissant en fait d'une misogynie qui est déjà présente dans notre société et en fait la misogynie sur internet, elle est déjà présente, hors du masculinisme malheureusement et déjà s'interroger là-dessus, sur les différences, de standards par exemple, sur hommes et femmes sur internet, c'est déjà hyper intéressant. Pourquoi une fille qui joue aux vidéos, elle s'en prendra plus, plein la gueule qu'un mec qui joue aux jeux vidéo? Pourquoi une fille, avec une photo en maillot de bain, elle prendra plus de cyberharcèlement qu'un mec torse nu sur la plage? Enfin voilà, je pense que c'est intéressant en fait de discuter de ces sujets-là de société et puis je pense faire aussi un peu confiance aux ados sur le fait qu'ils peuvent parler de ces choses-là, avec nous. C'est-à-dire qu'on va pas les engueuler, on va pas les juger, voilà, vraiment leur demander ce qu'ils en pensent et en fait, les jeunes ne sont pas, comment dire, écervelés face à ce type de contenu. Souvent, ils sont assez conscients d'ailleurs que parfois c'est un peu du bullshit ou que c'est un peu des bêtises, mais ils ont envie d'y croire et faire confiance dans leur esprit critique tout en continuant à l'alimenter, je pense que c'est important et moi, j'ai espoir que, oui, ce soit qu'on finisse par se rendre compte que c'est complètement, débile et que plus personne n'y adhère, mais je pense que ça va mettre encore un peu de temps. Là-dessus, je pense que, voilà, fournir des ressources, des podcasts, des documentaires, pour montrer un peu tous ces réseaux-là aussi, ça reste intéressant, quoi. Moi, j'ai un peu les mêmes retours que toi aussi quand j'ai pu dialoguer avec des adolescents plutôt conscients. Alors moi, j'étais plutôt du côté temps d'écran, à réseaux sociaux, comment ça peut fonctionner, un peu économie de l'attention, etc. Et il y a globalement une conscience de tout ça et ils demandent plus qu'à avoir des outils, à pouvoir Ouais. comprendre. On reboucle complètement avec ce que tu disais au début, au final, où entre eux, ils en parlent et ils voient bien qu'il y a un truc, mais ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas l'explication du pourquoi, du comment. En fait, ils se passent autant de temps sur les réseaux et Mmh. donc c'est super intéressant d'ouvrir le dialogue là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu veux ajouter par rapport à l'éducation aux médias d'une manière générale, à un point qui est important et qu'on n'aurait pas abordé? Je pense que déjà, je pense que la dernière chose que j'aurais à dire là-dessus, c'est qu'il faut pas qu'on abandonne nos ados là-dessus. Moi, c'est un des trucs Ouais. qui me perturbe beaucoup depuis que j'ai commencé l'éducation aux médias et que je traite des sujets d'internet de manière générale, c'est à quel point, on se désinvestit pardon, en tant qu'adulte, hein, en tant que société, des problèmes des jeunes d'une part et des problèmes du numérique d'autre part et alors quand ça Mmh. touche les jeunes et le numérique, là, c'est le grand néant, il y a plus rien qui se passe et je trouve ça très Ouais. dommage parce qu'en fait, on a besoin, de gens qui sont spécialisés sur ces questions-là, on a besoin, de personnes qui s'investissent et il y a des personnes qui s'investissent justement pour faire, ce qu'on fait, c'est-à-dire un peu, alerter sur ce genre de choses et puis, réfléchir à ces questions-là, sans jugement, ni moral et pourtant, bah, ça reste compliqué. Hein, ça reste compliqué. On a l'impression que c'est pas un sujet qui est assez pris au sérieux, alors qu'il me semble que c'est quelque chose d'assez, bah, important et omniprésent dans nos vies, le numérique, en tant qu'ado, en tant qu'adulte et donc là-dessus, je Mmh. pense qu'il faut pas abandonner les jeunes, à cette espèce d'immense espace qui est géré par des multinationales qui en ont rien à faire de leur santé mentale. Bah, en fait, avoir une éducation numérique, ça a un coût, social, politique, et là-dessus, ouais, en fait, il faut qu'on investisse là-dedans en termes de thunes, de temps, d'énergie, et je pense qu'il faut pas laisser les jeunes, seuls avec ça parce que eux en souffrent et nous, on va en souffrir aussi. Bah, c'est pour ça aussi, dans mon mémoire, à l'époque, je m'étais intéressée aux adolescents parce qu'en fait, en discutant avec des experts, ils m'ont dit: «Mais en fait, l'adolescence, c'est le moment où on est autonome, c'est le moment où on est lâché dans la jungle et où on a encore en pleine construction de notre cerveau, on est très, réactif à tout ce qui est émotion. On a beaucoup plus de mal avec la partie raisonnement qui est encore en train de se construire et de se consolider et pourtant, on leur laisse des outils avec, 1 million de possibilités bonnes comme mauvaises et on leur dit: «Débrouillez-vous, on vous accompagne plus, vous êtes grands maintenant», mais en fait, c'est pas viable et il y a besoin encore de cadres, il y a encore besoin d'autorité, il y a besoin de discuter de ce qu'on voit, de se sentir
Après, sans moralisation auprès des parents, parce que je sais que c'est un travail difficile et que j'entends souvent ça autour de moi, c'est dur d'être parent aujourd'hui avec tout ce qu'il y a à gérer sur les réseaux sociaux, les téléphones portables, et je peux complètement l'entendre et le comprendre. Et c'est vrai que garder un espace à la maison où on peut discuter de ce genre de choses, où on peut échanger sur les contenus qu'on consomme, où on se met pas dans une position de mettre, si on est soi-même sur son téléphone portable 4 heures par jour, mais qu'on peut échanger sur ces problématiques, c'est vraiment, vraiment appréciable. Pour conclure, je vais te poser la question signature du podcast. Est-ce que tu aurais un challenge à proposer aux auditeurs pour qu'ils puissent un peu activer les conseils? Alors moi, j'ai une petite idée en tête si jamais tu n'en as pas eu. Ah vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Ok. Bah, en fait, tu as un moment là, tu as abordé le fait d'être conscient de ce que tu regardes, de Mmh. voir s'il y a des petits appels émotionnels, s'il y a une stratégie, un hook, justement, un truc qui va venir m'accrocher. Notamment si tu regardes 3 réels à suivre, des fois c'est tout le temps. Est-ce que vous saviez que et c'est Ouais, de 3 fois ouf. la même chose. Une fois, ça m'a choquée, je scrollais 3 fois de suite, c'était le: «Est-ce que vous saviez que?» Et donc moi, je conseillerais effectivement de prendre le temps, quand on est sur les réseaux sociaux, de se mettre un peu en mode analyste, journaliste, esprit critique en éveil, et de pas aller consommer pour le divertissement, mais d'aller consommer en se disant: «Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon réseau social? À quoi est-ce que je suis exposée?» Et faire cet exercice, c'est vraiment intéressant, et pourquoi pas ensuite, le faire à plusieurs et dialoguer là-dessus en disant: «Toi, t'as plutôt ça, ok. Ah, j'avais pas vu ce truc-là.» Et je trouve que ça peut être vraiment une Ah, c'est activité intéressant. improbable, mais cool à faire. Ah, c'est chouette. Bah, moi, c'est vrai que je le fais beaucoup parce que c'est ma position de journaliste, mais par exemple, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est, d'avoir, comment dire? Chaque réseau social a une fonction pure, dans mon travail et dans ma vie perso, et notamment, moi, ce qui m'intéresse et je suis passionnée de ça, sur YouTube, je regarde beaucoup des vidéos essais, très américains, hein, mais d'analyse des réseaux sociaux, et donc du coup, ça me permet souvent d'avoir une vision avec un peu plus de recul, et par exemple, je regarde beaucoup d'américaines qui font des justement des analyses sur, certaines tendances sur TikTok ou quoi, et qui permettent d'ancrer une tendance ou d'ancrer, quelque chose dans un cadre social et politique. Et là, par exemple, je suis en train de m'intéresser à toute la tendance de deconsumption, era, un truc comme ça, où c'est des gens qui désinfluencent et «déconsomment» entre guillemets, contre la société de consommation. Mais qu'est-ce que ça dit, notre société et tout? Et je pense que là-dessus, du coup, je me limite un peu, ça me permet de limiter aussi certains, de pas tomber dans certaines tendances en me disant: «Ah, ça a l'air génial, ce truc-là», enfin, d'être un peu plus, ouais, réflexif et conscient sur ce qu'on regarde. Mais pareil, ça demande, du temps de s'informer là-dessus. Mais je trouve que c'est intéressant, ouais, de regarder des docs là-dessus, et de prendre un petit peu de recul, sur tout ça, quoi. Ouais, complètement. Bah, même des choses qui peuvent intéresser les ados, parce que c'est intéressant de voir ces critiques de ce qu'ils regardent. Je pense aux chaînes, la chaîne de Sabine et la chaîne de Ah Produits ouais, Internet aussi en France, qui font des choses comme ça super sur les trends ou sur des... j'adore Sabine. Ouais. J'adore la chaîne de Ouais, c'est super, je Sabine. conseille aussi. Ah, c'est trop Je conseille chouette. aussi vraiment sa chaîne, et pour le coup, à regarder, peu importe l'âge, enfin, c'est vraiment, vraiment des choses intéressantes pour prendre du recul et développer son esprit critique, justement. Et ça peut venir titiller des fois, si on aime bien des choses, si on a des relations parasociales avec des influenceurs, ça peut vraiment venir titiller, mais il y a plein de contenus intéressants comme ça. Il y avait aussi Simon Puech, je crois, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Il avait fait un faux produit et il avait essayé de regarder combien d'influenceurs, enfin, si les influenceurs pouvaient vendre son faux produit alors qu'il avait mis un poison dans la composition. Enfin C'était bref, génial. évidemment, c'était que de l'image et le produit n'a jamais existé. Mais en fait, les influenceurs sont tombés dans le panneau et ont fait des pubs, ont même inventé des arguments. Et il y a plein de choses comme ça. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et ça, pour le coup, en tant qu'adolescent, c'est à la fois intriguant, intéressant. En plus, c'est des gens qui font des contenus, donc qui reprennent tous les codes des contenus et qui sont super intéressants à aller regarder. Et donc ça peut être des super déclencheurs de débat par la suite et d'éveil d'esprit critique. Donc c'est un très bon conseil aussi d'aller vers ce genre de contenu. J'approuve. Merci beaucoup, Pauline Ferrari. C'était très intéressant. J'espère que les auditeurs ressortiront de cet échange avec une plus grande conscience de ce qui peut se passer sur les réseaux, des différentes idées qu'on peut avoir, sans pour autant être complètement effrayé, parce qu'il y a aussi plein de bonnes choses. Il y a aussi plein d'experts féministes qui ne vendent même pas de coaching en plus et qui font très souvent du Exactement. travail gratuit. Et donc, tout n'est pas horrible, mais je trouvais ça important de t'avoir aujourd'hui pour montrer cet aspect-là aussi qui existe. Il faut le savoir. Et donc, il faut garder le dialogue ouvert auprès des jeunes pour éviter de laisser les réseaux gagner en étant la seule source d'information et de dialogue avec les adolescents. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool. Avec grand plaisir. À très bientôt.
Alors, quel est votre ressenti en sortant de cet épisode? Plutôt déterminé à analyser vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous, ou plutôt dépité et un peu bouleversé par la découverte de toutes ces idées problématiques qu'il peut y avoir sur Internet et comment elles peuvent vraiment influencer et rentrer dans la tête de nos ados? En tout cas, si vous deviez retenir que quelques notions de cet épisode, ce serait d'éviter d'être moralisateur et de dire qu'Internet c'est nul. On est d'accord avec Pauline, on a le même point de vue toutes les deux. Internet c'est super sur plein des égards et on en est des grandes consommatrices. Dire que c'est super et expliquer ce qu'il y a de super, mais aussi ouvrir le dialogue, parler des aspects plus cachés, parler du capitalisme derrière les réseaux sociaux et du fait qu'on essaie de capter l'attention, essayer de comprendre, essayer peut-être de partager des contenus avec son adolescent ou avec ses proches pour pouvoir échanger sur ces problématiques et mieux les comprendre, car ils voient des problèmes, comme on l'a dit, ils voient qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes pour eux, ils voient qu'il y a des usages qu'ils n'arrivent pas à contrôler, mais ils ont du mal à prendre le dessus. Donc pour ça, je vous invite évidemment à écouter le podcast peut-être à plusieurs, potentiellement sur des temps de trajet en commun, ou même à vous procurer le magazine Chute ou Chute Explore pour les adolescents. Mais je vais aussi nuancer un petit peu, parce que effectivement, on a toutes ces idées masculinistes qui sont problématiques, des idées fascistes, des idées racistes, des idées homophobes, et ça fait très peur. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes médiatisés qui prennent la parole et qui viennent amener des idées contraires, des belles valeurs. Je pense à des streamers qui prennent la parole pour s'opposer au cyberharcèlement des femmes streameuses. Je pense à Inoxtag récemment avec le documentaire sur l'Everest qui prône l'idée de se déconnecter de son téléphone et d'aller vivre dans la nature, d'aller passer aussi des moments déconnectés et de renouer avec ses proches. Je pense à Big Flo de Big Flo et Oli qui a souvent dit que le téléphone pouvait être un poison. Je pense à des youtubeurs comme Léo Duff qui ont fait des vidéos à succès sur les problématiques du téléphone et qui sont relayées encore une fois par Inoxtag et d'autres youtubeurs. Donc il y a aussi de bonnes idées qui passent évidemment dans le YouTube mainstream et dans les influenceurs d'une manière générale, mais il y a les deux et donc il faut surtout ouvrir le dialogue. Et ne pas oublier qu'Internet c'est super mais que c'est aussi plein d'idées problématiques et donc ne laissez pas vos adolescents, comme le disait Pauline, ne les abandonnez pas face à tous ces contenus, face à tous ces usages et accompagnez-les du mieux que vous pouvez, surtout à un âge où on est en train de construire l'esprit critique, où on peut être très influençable et où on peut avoir du mal à raisonner de manière logique face à tout un tas d'émotions qui pourraient prendre le dessus et nous faire croire à des idées qui nous arrangeraient bien. Si ça vous intéresse, je vous redirige vers les épisodes où on parle plus de l'adolescence. Il y en a deux, un avec Christine Canard et un avec l'association Internet sans crainte. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description de l'épisode. Pour retrouver notre fabuleuse Pauline Ferrari qui nous a donné beaucoup d'informations dans cet épisode et avec qui j'ai adoré échanger, vous pouvez la retrouver sur Twitch où elle va faire des analyses de contenu masculiniste notamment. Vous pouvez la retrouver sur X, sur Twitter, et vous pouvez retrouver son travail dans de nombreuses formes médiatiques en tant que journaliste, et évidemment, vous procurer son livre « Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux ». Et même, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Encore une fois, tout est en description. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à réaliser le petit défi du jour, à savoir faire une petite session réseaux sociaux, on a vu pire comme défi, mais cette fois avec votre esprit critique en éveil et en essayant de voir qu'est-ce qui vous accroche comme contenu, pourquoi ça vous accroche, est-ce qu'il y a des petits hooks, comme on a parlé, des petites astuces qui vont retenir votre attention et qui vont faire que vous y restez plus facilement que sur d'autres. Est-ce que vous voyez des trends passer? Bref, mettez-vous en mode journaliste pour cette petite session, ça peut être que super intéressant et même de le faire à plusieurs, ça peut être vraiment très cool. Et même si vous êtes professeur ou n'importe quoi, ça peut être aussi un exercice à proposer à vos élèves pour parler d'éducation à la société, à la citoyenneté et aux médias. Voilà, on se retrouvera au prochain épisode et en attendant, bonne déconnexion!